Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est pas un vlog cette fois-ci, mais ça va vous plaire, j'en suis sûre. Il y a presque un mois maintenant, j'avais posté une story sur Instagram où je vous demandais de me poser des questions à propos de mon voyage de 6 mois en Amérique latine. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié cette story. J'ai récupéré toutes vos questions que j'ai bien notées dans mon téléphone et donc je suis prête aujourd'hui à répondre à toutes vos questions. Si jamais vous me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, moi c'est Julia, j'ai bientôt 25 ans et en octobre de l'année dernière, je suis partie en Amérique latine. J'ai voyagé jusqu'à début mai 2026. J'ai commencé par le Mexique avec la fête des morts et ensuite je suis descendue toute l'Amérique centrale, le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et j'ai ensuite volé en Amérique du Sud, Colombie, Brésil, Bolivie et Pérou. On commence tout de suite par la première question et c'est pas la question la plus évidente. Quelle est ta perception de toi après ce voyage? Alors quand j'ai lu cette question, c'était un peu quelles sont vos qualités et vos défauts lors d'un entretien. Tu sais jamais quoi répondre, mais je dirais qu'au bout de quelques minutes, ça m'est quand même venu assez vite. Déjà, premièrement, je suis beaucoup plus calme qu'avant. Je suis aussi beaucoup moins stressée, même si on va pas se mentir, je le suis encore. Ceux qui ont vu le premier épisode de mon podcast, vous savez. Mais en fait, disons que je suis moins stressée parce que je dédramatise aussi énormément. Avant, il y avait vraiment des situations qui pouvaient me mettre dans des états, mais pas possible. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir vécu aussi longtemps à l'étranger et de m'être débrouillée par moi-même, et en fait, ça va beaucoup mieux, mais parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis capable de gérer des situations. Au début, j'ai voyagé en groupe du Mexique jusqu'au Brésil, et ensuite la Bolivie et le Pérou, j'ai voyagé toute seule. Et j'avoue que ce petit passage-là de voyager avec ses potes et seule, ça a été un peu stressant, j'ai eu énormément peur. Je vous en parlais d'ailleurs dans le vlog où justement j'ai pris mon avion pour aller en Bolivie. Mais finalement, on arrive quand même toujours à s'en sortir. Dans tous les cas, t'es seule, tu n'as pas le choix. Donc, espagnol, il a fallu que je me débrouille. Prendre les bus pour aller de telle ville à telle ville, réserver les logements, demander son chemin, mais aussi des conseils à d'autres voyageurs que je pouvais croiser en auberge. Et finalement, tout ça, ça m'a donné tellement d'armes pour vivre. Aujourd'hui, si je suis dans une situation stressante, à l'époque, je pense que je pouvais être tellement stressée, alors qu'aujourd'hui, je relativise beaucoup plus, tout est moins dramatique. C'est ça en fait. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait toujours une solution. Et certes, des fois, la solution, c'est pas la meilleure ou c'est pas celle que vous voudrez, mais il y a quand même toujours une solution pour se sortir d'une situation, pour régler un problème ou autre chose. Franchement, à ce niveau-là, je suis plutôt fière de moi parce que je peux vous dire qu'avant le voyage, j'étais... En fait, comme je suis stressée, je suis un peu chiante. Je suis un peu sur les nerfs tout le temps et ma mère et ma sœur pourra confirmer. C'était devenu un peu moins agréable de vivre avec moi. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Bien évidemment, en 6 mois de voyage, j'ai fait énormément de rencontres. Encore plus quand je voyageais seule parce que du coup, c'est plus propice à la rencontre. Je sais pas comment expliquer. Quand tu voyages avec tes amis, tu restes quand même souvent en groupe. Alors que quand tu voyages seul, t'as pas trop le choix d'aller vers les gens pour leur demander de l'aide quand on a besoin. Et du coup, je trouve que même si à l'époque, déjà, j'étais pas hyper timide et j'avais pas trop de mal à aller vers les gens, alors là, j'ai vraiment aucun souci pour aller parler aux gens, que ce soit en français, en anglais. En plus, là, il y a pas mal de touristes maintenant, vu que c'est l'été ici, dans le sud de la France. Enfin, c'est l'été partout, mais il y a beaucoup de touristes dans le sud de la France, c'est ça que je veux dire. Et franchement, limite, ça me manque un peu de moins faire de rencontres. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aller vers les gens, j'aime bien leur parler. Mais sinon, globalement, la perception que j'ai de moi aujourd'hui, c'est que je suis beaucoup plus confiante. Deuxième question qui est en lien avec la première. Quelle est ta perception de nous, de ta vie en France depuis ce voyage? Alors, c'est un peu mélangé parce que déjà, à la fin de mon voyage, j'étais épuisée et je savais que je rentrais, du coup j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer parce que forcément ma famille et mes amis me manquaient. J'avais trop hâte de rentrer, de retrouver mes habitudes, de retrouver mon sud. Au début j'étais contente et c'était hyper... C'était comme un renouveau, genre je revenais après 6 mois de voyage, et j'étais vraiment contente. En plus c'était le printemps, il faisait beau. Mais j'avoue que plus les jours passent, plus j'ai peur de retourner justement dans cette routine que finalement j'ai voulu échapper l'année dernière quand je suis partie en voyage. J'avais besoin d'aventure, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, j'avais besoin de vivre des expériences que jamais j'aurais vécues si j'étais restée ici. Et c'est vrai que j'ai cette perception-là de ma vie en France où je me revois quand j'étais en alternance de, voilà, en même temps c'est la routine, il y a des gens, enfin, comme tout le monde, tu te lèves pour aller travailler, tu reviens, t'as ta famille, tu as ta routine. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que je suis pas encore prête à vivre. Et je sais que j'ai déjà les picotements au doigt pour repartir à l'aventure. Ce que j'ai remarqué aussi ici, c'est que les gens sont beaucoup moins ouverts aux autres. C'est-à-dire que quand tu vis dans ta vie au quotidien, t'as tes amis, ta famille, et c'est difficile à un certain âge d'aller faire de nouvelles rencontres hors travail, hors environnement classique. Alors que quand tu voyages, enfin, tu peux marcher dans la rue ou même attendre ta nourriture devant un food truck, tu peux te faire 5 amis d'affilée, quoi. Enfin, des amis, on est d'accord, c'est des rencontres, c'est pas des amis, mais c'est plus difficile ici d'aller vers les autres. Les gens, ils sont beaucoup plus méfiants, ils sont moins ouverts. C'est aussi ça que j'aime dans le voyage, c'est que ça existe, la mentalité du voyageur, elle est réelle. On a tous la même mentalité de rencontrer des personnes, d'aller vers les gens, c'est tellement plus facile. En un regard, tu peux te dire, bon ben, je sais que ce soir, on va manger ensemble, on va se rencontrer, et voilà. C'est même pas bizarre ou gênant, c'est vraiment naturel. Ici,
Tu peux pas trop faire ça. Les gens sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus méfiants et c'est juste que cette mentalité n'existe pas ici tout simplement. Troisième question, qu'est-ce que tu as pris comme affaire pour partir et en quelle quantité? Alors, là j'ai beaucoup de choses à dire. Je trouve que quand même, je me suis pas trop mal débrouillée. Niveau ratio, niveau besoin, j'avais tout ce qu'il fallait même si j'ai acheté quelques trucs sur place mais pas tant que ça. Mais je pense que j'ai pris un peu trop que ce que j'aurais dû. De toute façon, je vais tout vous dire comme ça, si jamais vous voulez partir, vous ferez pas les mêmes erreurs que moi. Déjà, j'avais 2 sacs à dos. Mon gros sac à dos que j'avais dans le dos et un tout petit que j'avais pour les randonnées, pour les journées de visite dans les villes, qui m'aidait beaucoup aussi à enlever du poids de mon gros sac à dos pour qu'il puisse passer en cabine. Et j'avais aussi acheté un tour de cou, vous savez, pour dormir, sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'était vide, il y avait une fermeture éclair et je pouvais mettre des vêtements dedans. Et en fait, quand j'allais à l'aéroport, je le mettais autour du cou, comme si c'était un truc pour dormir, et en fait, pas du tout. Il y avait juste plein de vêtements à l'intérieur qui permettaient d'alléger mon sac pour passer en cabine si jamais je me faisais contrôler. Au niveau des vêtements, pour le bas, j'avais 2 shorts, un jean, une jupe, un pantalon fluide et un legging. Ça peut paraître beaucoup, mais j'avoue que j'ai vraiment tout utilisé. Genre là, tous les bas que j'avais pris, j'avais tout utilisé. En vrai, on va pas se mentir, en 6 mois de voyage, bien sûr que tu vas faire des soirées. Donc j'avais une petite jupe un peu habillée et j'avais mon jean si jamais il faisait un peu plus froid, mais je voulais quand même être un peu habillée. Et sinon, quand il faisait chaud, j'étais toujours en short. Mais par contre, mon legging, je l'ai adoré quand je voyageais. En fait, quand je prenais l'avion, quand j'étais dans les bus pendant longtemps, cette tenue confortable était indispensable parce que vous passez des heures et des heures et des heures à voyager dans les transports. Au niveau des hauts, j'avais pris 6 petits tops, un peu comme celui-là, qui prend pas trop de place, 4 t-shirts, un haut de soirée, un manche long thermique. J'avais ensuite pris une veste Oysho, c'était une doudoune un peu légère, un pull gris qui était un peu polaire à l'intérieur et une chemise. Là, on va pas se mentir, j'ai abusé. J'avais ensuite 2 serviettes de bain, ça c'est ultra pratique. Une pour la plage et une pour la douche. Des chaussures de randonnée, des tongs et des baskets. Des sous-vêtements bien évidemment, mais pour tenir une semaine. J'avais mon pyjama, mais en fait c'était plus un pyjama de récup. Genre je mettais un t-shirt qui était propre et un petit short, voilà c'est tout. J'avais aussi pris 2 maillots au cas où j'en cassais un. Et puis en vrai j'aime bien les maillots donc j'aime bien avoir le choix, voilà. J'avais bien évidemment une trousse de pharmacie, ma skincare, mes trucs pour les cheveux, mon make-up, ma trousse d'hygiène, lunettes de vue et de soleil. J'avais aussi une banane, mais ça, c'est indispensable. Genre vraiment, c'est absolument indispensable. Vous mettez, c'est votre sac à main en fait. Je sais, c'est pas très sexy, mais quand on voyage, les sacs à main comme ça, là, on oublie. Ensuite, au niveau de tout ce qui est électronique, j'avais mon ordinateur. Alors oui, moi j'ai fait le choix de voyager avec mon ordinateur, mais c'est parce que je faisais des vlogs sur YouTube. Si vous me suivez, vous savez très très bien. Mais si vous êtes nouveau, j'ai vlogué tout mon voyage. Vous pouvez aller voir les vidéos, c'est sur ma chaîne. J'avais donc la caméra pour filmer. J'avais mon téléphone principal, mais aussi un deuxième téléphone, au cas où on me volait mon téléphone, mais surtout quand je suis allée à Rio pendant le carnaval. Ça, c'est interdit. Vous ne prenez pas votre téléphone normal pendant le carnaval. Vous prenez votre deuxième téléphone si jamais on vous le vole. Au moins, il n'y a aucun problème. Ah oui, je me souviens, j'avais même pris les vitres de protection au cas où je cassais ou que je fissurais celle-là. Après, en Amérique latine, il y a plein de marchés comme ça dans la rue où vous pouvez aller voir des mecs qui vendent des faux AirPods, des faux machins, et ils remplacent les vitres aussi. Donc ça, j'avoue que c'était pas obligatoire. J'avais mes AirPods et des écouteurs filaires au cas où, pareil, soit je cassais, soit je perdais mes AirPods. Bien évidemment, on ne part pas sans batterie externe. Celle-ci, elle est incroyable. Je vous mets le lien en description. Je l'ai achetée sur Amazon. Elle recharge 4 fois votre iPhone. Je n'ai jamais été à court de batterie sur cette batterie portable. Jamais. Je pense que le minimum, je crois que je devais l'avoir à 20 ou 30%. Elle est vraiment pas très grande. Elle est un peu lourde si jamais vous la mettez dans votre banane, mais en même temps, franchement, la qualité de ce truc, incroyable. J'avais aussi un adaptateur et puis avec tous ces trucs électroniques, bien sûr, j'avais tous les câbles et les chargeurs. J'avoue que là, en énumérant tout, ça peut faire beaucoup de choses, mais quand vous voyagez 6 mois, il vous faut quand même un minimum de choses. Et puis l'ordinateur en soi, moi j'étais la seule à en avoir un, mes amis n'en avaient pas et ils en ont pas eu besoin. Après sur place, j'ai acheté une polaire en Bolivie. J'avais jeté mon pull gris en polaire qui était devenu absolument catastrophique, mais il commençait à pelucher et tout, enfin laissez tomber, je l'ai jeté. Ensuite à Rio, je suis allée à Decathlon et j'ai acheté un legging et un haut thermique. Alors j'avais déjà un haut thermique en laine de mérinos, mais il était vraiment pas épais et il commençait un peu pareil à pelucher. Je commençais à avoir des trous et tout, enfin catastrophique. Donc je me suis racheté un ensemble thermique parce que je savais que j'allais faire énormément de randonnées, énormément de trek en Bolivie et au Pérou. Et en Bolivie, au Pérou, il fait pas 40 degrés comme à Rio, hein. Non, non, non. Et bien évidemment, au Brésil, j'ai craqué, j'ai racheté 3 maillots, mais parce que je n'avais cassé un. Et je me suis également pris un paréo, mais ça c'était plus pour le souvenir. Je vous mets le lien aussi en description d'un TikTok que j'avais fait avant de partir où je vous montrais tout ce que j'avais pris dans ma valise. Quatrième question, qu'est-ce que tu regrettes d'avoir pris dans ton sac? Alors, je vous disais que j'avais un peu abusé sur certaines choses. Je vais vous en parler maintenant. Déjà, le make-up. Je sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, j'avais trié mon make-up avant de partir. Mais je sais pas, je me suis dit que j'allais un peu me maquiller pendant le voyage et tout. Pas du
tout. Les filles, pendant le voyage, on se maquille 0 fois. Sérieusement, je pense qu'en 6 mois de voyage, j'ai dû me maquiller, je sais pas, 15, 20 fois. Mais grand maximum, grand maximum. Donc en fait, je me trimballais ma trousse de make-up pendant des jours et des mois et des mois. C'était insupportable. Vraiment, c'était insupportable. Je regrette de fou d'avoir pris ma trousse de make-up. Franchement, vous partez avec un concealer, un mascara, c'est tout. Il y a vraiment pas besoin de plus, je vous promets. Ensuite, je vous disais que j'avais pris 6 micro-tops comme ça et 4 t-shirts. C'est beaucoup trop. Franchement, si j'avais su, j'aurais pris 4 micro-tops et 2 t-shirts. Surtout que pendant le voyage, vous faites des activités. Et des fois, pendant les activités, on vous offre des t-shirts. Vous savez, c'est des t-shirts un peu floqués et tout. Mais en fait, du coup, j'avais une pile. Il y a des fois où je rangeais ma valise et je découvrais des nouveaux t-shirts que j'avais oublié que j'avais dans mon petit sac. Non, c'était abusé. Franchement, prenez pas autant que moi, ça ne sert à rien. Troisième chose qui est inutile de prendre, et là, je sais que ça va en surprendre plus d'un, la trousse à pharmacie. Je suis désolée, mais moi, ma trousse à pharmacie, je me la suis trimballée du début à la fin. J'ai dû prendre 2 Doliprane, peut-être un ibuprofène, mais vraiment inutile. Inutile. Surtout que là-bas, enfin, il y a des pharmacies là-bas, on n'est pas en 1900, je sais pas combien, enfin, c'est pas le temps de la préhistoire. Ils ont des pharmacies à tous les coins de rue et je vous jure qu'ils en ont beaucoup. Et en fait, là-bas, il y a pas d'ordonnance, enfin, tu peux vraiment acheter tes médicaments comme ça. Donc en fait, tu y vas, tu dis, bah voilà, je peux avoir une plaquette, t'es même pas obligé de prendre la boîte, tu leur demandes une plaquette d'ibuprofène, une plaquette de Doliprane et tu payes juste la plaquette. Et c'est vraiment pas cher. On croit que là-bas, ils ont pas accès à la santé ou à la médecine, pas du tout. Ils sont vraiment hyper développés sur ça, tu y vas, t'as vraiment tous les médicaments que tu veux. Franchement, moi, si j'avais su, je serais partie avec juste une boîte de Doliprane, je vous promets. Après, bien évidemment, si vous avez un traitement, vous prenez votre traitement. Que ce soit les médicaments pour l'allergie, la pilule, enfin bon, bref, je ne sais pas. Mais moi, j'avais rien. À part l'allergie, ça, j'avoue que l'allergie, j'étais contente d'avoir quelques plaquettes. Mais ils en ont là-bas aussi et tu peux l'acheter comme ça et c'est vraiment pas si cher que ça. Cinquième question, qu'est-ce que tu as pris qui était incontournable à avoir? Donc maintenant qu'on a fait les trucs inutiles, maintenant je vais vous dire ce qu'il faut absolument prendre. Déjà, le passeport. Non, je rigole. Le premier truc que je pensais vraiment pas que ça allait être autant utile, c'est la banane. Genre vraiment, la banane, c'est trop bien. Je l'ai jetée parce qu'à la fin, la fermeture éclair, elle marchait plus, donc voilà. Mais je sais que si je repars, je vais m'acheter direct une banane. C'est trop bien. Tu mets ton petit téléphone, ta carte bleue, ton petit labello. Enfin, franchement, c'est trop bien. T'as les mains libres, t'as pas le sac à main qui tombe tout le temps. Et tu l'as vraiment devant toi, comme ça, c'est un peu plus safe. Tu risques de moins te la faire voler. Et c'est vraiment juste trop pratique. Enfin, moi, même ma caméra, j'étais en train de la chercher, mais je suis en train de filmer avec. Moi, j'ai une DJI, j'ai la Osmo Pocket 3. Elle rentrait dans ma banane. C'était un banger absolu. Pensez à prendre 2 cadenas. Vraiment 2 cadenas. Moi, j'ai pas fait exprès. En fait, j'en ai pris un avant de partir et j'en avais déjà un dans mon sac et je savais pas. Et en fait, c'est ultra utile. Il y a des fois où ça m'est arrivé en auberge de jeunesse où en fait, t'avais des lockers, mais c'était des mini lockers. Le sac ne rentrait pas à l'intérieur. Donc, je mettais toutes mes affaires importantes, mon ordi, ma cam, enfin voilà, tout ça, passeport, dans le petit locker et j'avais mon premier cadenas. Et ensuite, j'avais mon gros sac à dos que je fermais avec la fermeture éclair. Et là, je fermais les 2 fermetures éclair avec mon deuxième cadenas. Ça, franchement, c'était trop bien. Même ma pote avec qui je voyageais, elle a fini par acheter 2 cadenas parce qu'il y a des fois où t'as vraiment besoin de 2 cadenas. Des AirTags, je vais pas trop vous expliquer pourquoi, vous avez compris. Vous mettez ça un dans votre sac à dos, un dans votre petit sac à dos, surtout quand vous allez prendre beaucoup de bus. Parce qu'en fait, le bus, il fait plusieurs arrêts et c'est un peu comme les TGV ici en France. Je sais pas si vous savez, mais moi, par exemple, quand je fais un Marseille-Paris, enfin Aix-en-Provence-Paris, il s'arrête à la gare d'Avignon. Sachez, mesdames et messieurs, qu'à la gare d'Avignon, des fois, quand il y a un stop, il y a des petits connards, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces personnes, qui prennent ta valise et qui se barrent avec. Et toi, t'es dans ton petit siège et tout, tu t'arrives à Paris, tu vas pour prendre ta valise, elle est plus là. Sachez que ça existe et que c'est arrivé à des personnes autour de moi. Donc vraiment, pensez à prendre des AirTags. Et moi, à chaque fois qu'on faisait un arrêt dans le bus, je lançais l'application localisée et je regardais bien que mon sac était bien dans la soute. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais 2 serviettes, une pour la douche, une pour la plage. Franchement, prenez-en 2. Dans tous les cas, c'est toujours utile. Même pour vous, les meufs, si jamais vous lavez les cheveux et tout, au moins vous en avez une deuxième. Ça prend pas de place, c'est léger. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'était très utile. Le deuxième téléphone, je reviens pas dessus. Moi, pour moi, c'était, même si je l'ai utilisé une semaine sur tout mon voyage. Mais au moins, j'ai pu vivre mon carnaval de Rio en paix parce que j'avais juste mon vieux téléphone dégueulasse dans ma banane et du coup, j'en avais rien à faire. Si vous savez que vous allez faire beaucoup de randonnées, si vous allez faire des treks, si vous allez beaucoup marcher, prenez des chaussures de randonnée. Au début, j'avoue que je voulais absolument pas les prendre. Déjà, j'en avais pas, c'était ma mère qui en avait et elle me dit, en vrai, prends-les, on sait jamais. Mais on va pas se mentir que des chaussures de rando, c'est énorme. C'est pas si lourd que ça, mais c'est quand même, ça prend de la place, quoi. Ça prenait, allez, je dirais 1/5 de mon sac, c'est quand même pas mal. Mais par contre, Dieu merci, je les ai prises, hein. Parce que quand vous allez faire le Machu Picchu,
les randos au Pérou, quand vous faites le volcan au Guatemala et tout. Enfin, non mais heureusement que je les avais. Moi, elles étaient neuves, donc je vous conseille de les faire avant de partir. Genre, faites des randos un peu avec pour qu'elles s'adaptent à votre pied, comme ça vous pouvez partir tranquille. Moi, au début, j'avais un peu des ampoules, hein. Et enfin, niveau pratique, moi j'avoue que je suis une très mauvaise élève sur ça parce que j'avais pas ça, c'est de prendre une deuxième carte bancaire. Alors, j'en avais deux quand même parce que je m'étais fait la Visa première pour tout ce qui est assurance, vol de bagages, retard de vol, etc. J'étais mieux assurée avec la Visa première. Par contre, j'avais toujours ma Visa classique qui périmait en février 2026 de cette année. Sauf que moi, je voyageais jusqu'en mai. Donc en fait, de février à mai, j'avais qu'une seule carte bancaire. Mais si jamais vous pouvez faire une deuxième carte avant de partir, je crois que c'est surtout Boursorama, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez l'avoir sur le téléphone, mais en fait, il faut commander la carte physique et elle arrive, enfin, il y a quand même quelques jours avant que vous la recevez. Donc franchement, pour pas vous retrouver dans la merde sans carte bleue, prenez deux cartes bancaires. Question suivante, alors là, je suis obligée de dire que c'est celle de mon père. Écoutez la question, hein. Faire un tableau des 8 pays avec des notes de 1 à 10 pour l'accueil, la beauté, le coût de vie, etc. Papa, j'allais pas faire un tableau Excel par pays pour savoir, enfin, non mais attendez, je veux bien être investie pour mes vidéos, mais j'allais pas vous afficher comme ça un tableau Excel. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit plusieurs adjectifs ou alors des situations et pour chacune, j'ai attribué un pays. Donc premièrement, l'accueil des gens. Le pays où j'ai trouvé que les personnes étaient le plus accueillantes, c'était au Mexique. Les Mexicains y sont adorables. C'était mon premier pays, on venait d'atterrir, j'étais avec une copine et on était complètement perdus. On sort de l'aéroport, mais perdu complet. Et en fait, on a croisé quelqu'un qui a vu qu'on était perdus, il nous a demandé est-ce que vous avez besoin d'aide et on lui a dit bah oui, on cherche à aller là, prendre le bus, machin. Le gars, il a arrêté tout ce qu'il faisait, il allait dans une direction, il a dit c'est bon, je vous accompagne. On est reparti dans la direction opposée, on a marché quand même 10 minutes, il nous a amené à l'arrêt de bus et il nous a payé les tickets de bus. On pouvait pas payer par carte, il fallait du liquide et le gars a dit c'est bon, vous inquiétez pas, il a mis les billets et tout, il nous a filé les cartes. Non mais on est arrivé, on s'est regardé, on a dit non mais c'est quoi ces gens? Et au Mexique, ça nous est arrivé plusieurs fois que beaucoup de personnes nous aident, franchement, je les adore les Mexicains. Dans quel pays je me suis prise la plus grande claque, la plus belle surprise? Pour moi, c'était la Bolivie. Franchement, la Bolivie, c'est vraiment un pays, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à, je sais pas, je m'attendais à rien. Enfin, quand on vous dit la Bolivie, on s'imagine pas que c'est un pays forcément sans plus. Et en fait, ça a été un de mes pays préférés. Enfin, je crois que c'est même mon pays préféré. C'est de mon deuxième, mais je vous dirai après lequel c'était mon préféré. Mais vraiment, je me suis pris une claque, quoi. Enfin, j'ai vécu des expériences de fou et ouais, la Bolivie, mais en top. Le pays le plus beau, du coup, je dirais la Bolivie. Le pays qui a la meilleure ambiance, Brésil. Le Brésil, bien évidemment, mais quel pays de dingue, ça aussi. Enfin, voilà, maintenant vous comprenez, c'est le Brésil, mon pays préféré, mais l'ambiance, en fait, c'est juste l'ambiance, la vibe, les gens, ils sont toujours en train de faire la fête, mais carnaval ou pas, hein. Tu sens qu'ils sont toujours ultra de bonne humeur, ils ont le soleil, enfin, vraiment, les gens, j'ai adoré. J'ai adoré le Brésil et le carnaval de Rio. On en reparlera après. Le pays qui a la meilleure nourriture, franchement, le Pérou. Et ça, c'est connu quand même. Il y a quand même beaucoup de personnes qui disent que le Pérou est le meilleur pays d'Amérique latine qui a la meilleure nourriture. Et franchement, c'est vrai, en y réfléchissant, j'ai quand même mangé plein de spécialités dans tous les pays qui étaient très bonnes. Mais à chaque fois au Pérou, à chaque fois que je mangeais, je me régalais. Les marchés, c'est hyper diversifié. Enfin, franchement, j'ai adoré le Pérou. Et bien évidemment, on va dire que le ceviche était excellent. Le plus cher, bien évidemment, le Costa Rica. Mais quand même, le Brésil, c'est pas non plus pas très cher. En fait, c'est que comme le pays est très grand, vous êtes obligé de soit prendre l'avion, soit prendre le bus sur des très très longues distances. Et en fait, c'est quand même assez cher. L'avion, vous payez entre 50 et 100 euros. Et le bus, c'est quand même 50 euros aussi, hein. Des fois, c'est plus avantageux l'avion que le bus. Donc franchement, les transports, c'est quand même un certain budget. Le pays avec le meilleur rapport qualité-prix, la Bolivie, sans hésiter. C'est tellement pas cher, c'est un truc de fou. Je me suis fait des restos gastronomiques pour 15 euros. Je vous ai fait un TikTok aussi dessus. Franchement, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. La Bolivie. Franchement, la Bolivie, c'était, mais je sortais, mais tranquille toute seule le soir, il y avait aucun problème. Après, c'est sûr que dans la capitale, à La Paz, vous faites attention, mais à Sucré, qui est la deuxième capitale, c'était, mais ultra safe. Et même j'avais rencontré un Bolivien dans un parc, on avait discuté ensemble et il me disait franchement ici il t'arrivera rien, genre la nuit il t'arrivera rien, tu peux marcher seul et tout, genre y a aucun souci. Le pays où j'aurais pu m'installer, le Brésil. Le Brésil et franchement plus précisément Rio de Janeiro, franchement cette ville elle est exceptionnelle, c'est sûr que j'y retournerai. Le pire trajet de transport. J'en ai deux, mais le premier qui m'est venu en tête, Marie, si tu passes par là, tu vas très très vite savoir lequel c'était. C'est quand on a pris le bus pendant plus de 21 heures. Quand on est parti du nord du Pérou, de Mancora, et qu'on est descendu jusqu'à Lima. C'était catastrophique. C'était long, il faisait chaud, il n'y avait pas la clim, enfin c'était
horrible. Et le deuxième voyage, je m'en rappelle, c'était ultra long aussi. Cette fois-ci, j'étais avec Maya. On est parti de Carthagène en Colombie et on est allé jusque dans le nord du Brésil. Mais en fait, on avait tellement d'escales. On a eu des retards d'avion de plus de 4 heures. On a dormi à l'aéroport de 2 heures du mat jusqu'à 11 heures le lendemain. Enfin, vraiment, ça aussi, c'était... Rien que d'y penser déjà, je me demande vraiment comment on a fait. Le pays où j'ai vu le plus beau coucher de soleil, Bolivie. Enfin vraiment, quand je vous dis que la Bolivie c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Après bon, on est d'accord que le coucher de soleil ça dépend vraiment de tout. Mais là, le coucher de soleil dans le désert de Uyuni sur le sel, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer tellement c'était beau. C'était somptueux. Le pays où j'ai fait ma plus belle rencontre humaine ou animale. Déjà, je vais commencer par ma plus belle rencontre animale. Si vous avez vu mon vlog où j'ai fait un trek toute seule pendant 3 jours, j'ai un chien qui m'a accompagnée de lui-même, que j'ai nommé Shelby, parce qu'à cette époque-là, j'étais à fond dans Peaky Blinders. Mais vraiment, ce chien, mais je l'aime de tout mon cœur. Je vous mets le vlog pareil dans le petit i là, mais c'était un amour. Il dormait au pied de ma porte. Le lendemain, je me réveillais, il était là, il me suivait et tout. Oh là là, mais exceptionnel. Et en ce qui concerne mes plus belles rencontres humaines, je dirais que en Bolivie, j'ai quand même fait de très belles rencontres. Les personnes avec qui je suis vraiment en contact aujourd'hui, c'est Marie, bien évidemment, que j'ai rencontrée au Nicaragua. Benny, si vous connaissez pas Benny, enfin à un moment donné, il faut me suivre sur mes vlogs. Hein. Il faut me suivre parce que ce personnage, il y a pas de mots pour te décrire Benny, il y a pas de mots. Et Flo, franchement Flo, ça a été aussi une superbe rencontre. C'est la personne avec qui j'ai fait le sommet à 6000 mètres d'altitude en Bolivie. Je le redis, mais sans lui, j'aurais jamais réussi. Je serais jamais arrivée jusqu'en haut. On s'était rencontrés avant, mais d'avoir fait cette expérience aussi ensemble, on a vécu une expérience de fou, quoi. Genre, c'était incroyable. Et c'est aussi une super personne. Donc, franchement, ces trois-là, c'était vraiment mes pépites du voyage. On passe à la question suivante. Quelles ont été tes plus belles expériences? Alors, à chaque fois qu'on me pose cette question et que je réponds, j'ai toujours une petite boule dans la gorge maintenant parce que c'était tellement oufissime, c'était tellement exceptionnel ce que j'ai vécu que quand j'y repense, je me dis mais j'ai fait tout ça quoi. Enfin, attendez. Déjà, le désert de Uyuni. Je le dis à chaque fois, mais les 4 jours d'excursion, coupés du monde, sans réseau, avec un groupe mais incroyable, on était 6 Français, mais absolument pépites. Il y avait d'ailleurs Marie avec moi, on était ensemble, mais vraiment ces 4 jours-là, c'était mais... Et on avait un guide en plus qui était mais... À la fin des 4 jours, le guide a pleuré parce que, en fait, on avait tellement lié un lien et tout, enfin vraiment... Voilà, je peux pas en parler plus parce que je vais chialer. Ensuite, le carnaval de Rio. Pareil, magique. Avec mes potes et tout, c'était... L'ambiance, c'était incroyable. Et le défilé des chars, c'était une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. On a ensuite le sommet à 6000 mètres d'altitude, 6088 très précisément. Mais j'étais avec Flo justement et pareil. Mais ça, en fait, ça c'était une expérience. C'était tellement dur et je me croyais tellement pas capable de le faire. Mais vraiment, au début c'était pas du tout prévu. Moi je voulais pas le faire. Hein. J'aime pas la rando, j'aime pas du tout ça. Mais de l'avoir fait, d'avoir réussi, mais j'ai tellement pleuré au sommet, vous pouvez pas savoir. Tellement de fatigue, c'était dur, mais c'était magique. On a bien évidemment le volcan au Guatemala. Genre ça aussi c'était super dur, genre vraiment c'était très très dur, il y avait beaucoup de dénivelé en peu de temps, enfin c'était hyper intense physiquement, mais de voir l'éruption du volcan, j'ai vu un volcan en éruption. Je crois qu'aujourd'hui je m'en rends encore moins compte parce que c'était au tout début de mon voyage. J'ai l'impression que ce qui s'est passé à la fin de mon voyage c'est plus intense qu'au début, mais peut-être parce que ça fait longtemps aussi, mais vraiment je me rends pas compte que j'ai vu un volcan en éruption. Je crois que j'ai toujours pas réalisé. Avant-dernière question qui va en intéresser beaucoup je pense, quel a été le budget total de mon voyage? Sachez que tout le long du voyage, j'avais une application qui s'appelle Wanderlog, où en fait, je retraçais tout mon parcours et à chaque fois, je pouvais rentrer les dépenses, que ce soit la nourriture, les logements, les transports ou les activités. Ce qui m'a permis de voir globalement mon budget et où est-ce que j'en étais. J'ai fait une carte par pays, donc je sais par pays combien j'ai dépensé, mais au total, j'ai dépensé à quelques euros près 10 000 euros. Et je suis trop fière parce que c'était vraiment le budget que je m'étais défini et j'ai respecté mon budget, je suis trop contente. Je pense que j'aurais pu faire moins parce qu'à la fin j'en pouvais plus, donc franchement à la fin, plus difficile d'entretenir le budget parce que tu sens que c'est la fin donc tu te fais un peu plus plaisir et tout, mais en tout j'ai dépensé 10 000 euros, tout compris hein. Il y a les logements, les transports, les avions que j'ai pris déjà pour venir de Marseille jusqu'au Mexique et le vol aussi retour. Le vol retour m'a coûté 500 euros et l'aller m'a coûté aussi genre 450 euros. Donc déjà j'ai 1000 euros de juste ces vols là, mais sinon tous les vols compris parce que à l'intérieur de la Colombie j'ai pris des vols, à l'intérieur du Brésil aussi j'ai pris des vols. Tous les vols m'ont coûté en tout 2000 euros, 2074 euros très précisément. J'ai pris également une assurance, en fait j'avais une assurance qui était valable pendant 3 mois avec ma carte bleue, sauf qu'au bout de 3 mois j'étais plus assurée donc j'ai pris une assurance qui s'appelle Chapka. J'ai dépensé 217 euros et sinon tout ce qui est pays, logement, nourriture et tout, j'ai dépensé environ 6600 euros pour les 9 pays que j'ai fait. Franchement je suis pas peu fière de moi, j'ai réussi à tenir mon budget et franchement je me suis pas du tout privée. J'ai fait tout ce que je voulais faire et je suis très heureuse. Et enfin, dernière
dernière question, je m'attendais à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un genre de dépression post-voyage? Alors, comment dire? Je suis rentrée du coup début mai, genre le 6 mai, 5-6 mai je crois. J'ai atterri à Paris et j'ai passé toute la semaine à Paris. Il y avait ma mère qui était en déplacement, donc je dormais dans son hôtel et ensuite j'ai eu une formation pour travailler à Roland-Garros. Donc j'ai passé une semaine à Paris, j'ai revu Béni et tout, genre franchement c'était trop bien. Ensuite je suis rentrée chez moi dans le sud de la France. J'ai revu ma famille, j'ai revu mes amis, on a fait un week-end tous ensemble. J'ai fait les férias de Nîmes aussi. Et juste après je suis retournée à Paris pour cette fois le tournoi de Roland-Garros où j'ai travaillé là-bas pendant une semaine. Donc j'y étais du 27 mai jusqu'au 7 juin. Et depuis juin, je suis du coup à la maison. Pendant mon voyage, j'ai pas cherché à trouver un job ou quoi quand je rentrais. Je suis en pleine recherche là pour septembre, mais en tout cas là mon été, je me laisse l'été pour respirer, réfléchir à vraiment ce que je veux faire. Et donc en fait au début, j'étais Paris, revenir, les amis et tout. Enfin franchement, j'étais dans l'euphorie de revoir tout le monde et tout, c'était hyper excitant. Petite parenthèse pour mon expérience à Roland-Garros, c'était incroyable, j'ai adoré. Si je peux le refaire l'année prochaine, je le fais avec très grand plaisir. Sauf que maintenant que je suis rentrée, que je suis posée, que je suis en train de retrouver cette routine dont je vous parlais au début, je sens que je réfléchis déjà à repartir. Dans tous les cas, c'était pas un secret, je le savais, toute ma famille le savait, mes amis le savaient. Ils savaient que j'allais revenir, que j'allais me poser quelque temps, mais que j'allais très très vite repartir. J'ai pas encore cette dépression du voyage parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon cerveau fait un blocage ou comme une barrière entre le voyage et ma vie que j'ai maintenant. C'est-à-dire que j'y pense pas du tout. Je pense pas du tout à mon voyage, je suis plus en train de voir le week-end après ce que je fais, je suis de mariage, je pars avec mes amis, cet été je pars en voyage une semaine aussi avec eux. C'est comme si je m'interdisais un peu d'y penser. J'ai pas du tout trié les photos du voyage. Je n'ai revu aucun de mes vlogs de mon voyage parce que je sais qu'en fait ça va faire trop mal. Déjà là, quand je vous parlais du désert de Uyuni et tout, que je vous parlais de mes top activités que j'avais fait, mes top souvenirs, j'ai pas les larmes aux yeux, je pleure pas, mais je sais que ça va trop me faire un coup et j'essaye de pas trop y penser longtemps pour justement que j'ai envie de vivre d'autres trucs, que j'ai envie de rester ici, que j'ai envie de profiter de ma famille, de mes amis tant que je suis là cet été. Mais de toute façon, on m'avait prévenu, au début, t'es content de rentrer, mais au bout de quelques mois, ça commence à te peser un peu sur le cœur et t'as juste envie, c'est de repartir. Je l'ai toujours su, j'ai toujours su que j'allais repartir. C'est pour ça que c'est aussi un peu moins compliqué parce que c'est pas, je reviens de mon voyage de 6 mois et là, je vais dans la vie active, quoi. CDI, entreprise, échelonner les postes et tout. Pas du tout. Je sais que je vais repartir, je sais que je vais vivre encore d'autres aventures, même si je vais travailler en même temps. Mon but, c'est de faire digital nomade ou alors de trouver un VIE parce que je suis pas capable de rester ici encore là tout de suite là. Là, j'ai 25 ans cette année, je me vois voyager jusqu'à au moins mes 30 ans. J'avais déjà cette envie de voyager, mais là, d'être partie 6 mois et d'avoir vécu tout ça, je peux pas m'arrêter là. Mais vous inquiétez pas, papa et maman, je sais que vous regardez mes vidéos. Je suis là pour tout l'été et puis si jamais je repars en voyage, vous viendrez me voir. C'était la dernière question, j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et un nouveau vlog. Ciao ciao!